je pense, que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. André Malraux. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Vigneron des mots, chroniqueur des genèses, intendant des plaisirs amoureux, entomologiste du bonheur et de la création. Qui dit mieux? Qui peut, dans le monde très fermé des lettres françaises, et en particulier des lettres françaises de Belgique, rivaliser avec de telles distinctions? Assurément, à en croire les critiques littéraires les plus sévères, c'est un écrivain francophone majeur, hors pair, que nous recevons ce soir. Maître Hott, bonsoir. Eh bien, bonsoir. Né il y a tout juste 60 ans à Ferro-Ferrières, dans les Ardennes liégeoises, vous avez manifesté dès votre plus jeune âge une curiosité insatiable pour la vie sous toutes ses formes, pour les phénomènes naturels accessibles à la raison, aussi bien que pour les insondables mystères enfouis dans les espaces infinis de l'imaginaire. Ogre bibliophage, doublé d'un braconnier des savoirs, vous avez ainsi appris par vous-même tout ou presque de ce qui est nécessaire aux biologistes et aux physiciens, autant qu'aux philologues et aux philosophes. De la libellule aux galaxies, des Dogons du Mali aux Inuits de l'Alaska, votre esprit a ainsi scrupuleusement et minutieusement étudié l'univers et ses dieux, dont on sait depuis Socrate qu'ils se révèlent comme par enchantement à ceux qui entreprennent de se connaître eux-mêmes. En conséquence de quoi, et cela sans prétention, votre œuvre, riche d'une trentaine de titres, fait figure déjà de grande œuvre. Sous le titre général de Genèse de l'amour, vous avez ainsi rassemblé les fables de l'enfance. Ce sont Le cœur dans sa gousse, Julienne et la rivière, Blaise Ménil, main de menthe, Nicolas Gailloul et les gestes du commencement. L'amour au naturel, le plus particulier de vos cycles, sans doute, qui compte 9 volumes, plus étonnants les uns que les autres, comme par exemple la sexualité d'un plateau de fruits de mer ou encore la vie amoureuse des fleurs dont on fait les parfums. Les matins du monde, vous nous initiez ici au grand mystère des origines, du cercle polaire à l'Océanie. 5 tomes déjà parus, 2 autres à paraître. Les essais d'ouverture, retenons entre autres ce livret pour les temps présents et réunis dans un coffret d'un rose, je trouve, très incarné, un livre et un jeu nous invitant à l'amour sur parole, 2 pions, 1 dé et le tapis idéal pour le jeu de l'amour et du hasard. La vie personnelle, on est ici au rayon de vos souvenirs, de vos confidences, voire de vos fantasmes. Citons Celui qui oublie ou conduit le chemin, Le ravissement, Petite tribu de femmes et enfin Histoire du plaisir d'exister qui tient lieu, sinon de Bible ou de Testament, du moins chez vous de manifeste. Par ailleurs, peintre, conteur et conférencier, vous vivez maintenant depuis un quart de siècle dans le Languedoc avec votre épouse, Miette Rondet, écrivain elle aussi et animatrice d'ateliers d'écriture. Écrire, encore et toujours, a commencé, c'est la tradition, Jean-Pierre Hott, par le titre de votre émission.
Jean-Pierre Hott. Dites-moi, toutes ces années que vous avez consacrées à l'exploration des mythes des origines, des mythes de la création, vous avez dû en rencontrer beaucoup des dieux. Combien ? Je ne sais pas, une foultitude, dirons-nous. Mais j'ai écrit le nom avec une majuscule pour être bien assuré qu'on comprenne que je n'en mettais pas à Dieu. Nom des dieux. J'ai évité le de, parce qu'il y avait un bûcheron engagé par mon oncle qui s'appelait Clément Périlleux, et ce Clément jurait à longueur de journée, et sacré nom dit-une, nom dit-une, nom dit-une. Et je pense que cet homme-là a dit tous les jurons à ma place que j'aurais pu proférer pendant mon existence. Je ne suis pas porté au juron. Alors ce qui m'intéressait, c'est le mot Dieu au pluriel. Pour me situer d'emblée, je raconte une toute petite anecdote. Oui, sûrement. Il y a à Toulouse un fonctionnaire qui s'appelle Sylvain Farc, et sa passion, c'est la montagne. Et dès qu'il a un jour de congé, dès qu'il a un week-end, toutes les vacances bien sûr, il grimpe vers les cimes. Et un dimanche, jour du Seigneur, il va dans une partie des Pyrénées où il n'est jamais allé. Et là, tout en haut, le paysage est tant beau qu'il s'approche d'un abîme sans y prendre garde. Il dérape, il tombe dans le vide. Mais heureusement, il y a un arbre dans la paroi, il s'accroche, il réussit à s'accrocher aux branches de cet arbre. Et le voilà suspendu dans l'immensité. Très rapidement écrit, « Il y a quelqu'un ?» Et puis il n'a pas de réponse. Je vais formuler ma question de manière plus intelligente. « Il n'y a personne ?» Et à ce moment-là, il y a une voix grave, doucerate, qui lui parvient à travers les nuées et qui lui dit « Bonjour Sylvain, bon dimanche, enfin, je suis ton Dieu amour, je suis ton Dieu créateur, laisse-toi choir, je vais te recevoir dans mes bras. » Et il réfléchit très vite et puis il dit « Il y a quelqu'un d'autre ?» Eh bien, c'est ce quelqu'un d'autre que j'ai cherché d'abord chez les gnostiques, ce qui m'a permis l'amitié très tôt avec Jacques Lacarrière, à travers le bouddhisme zen, et puis finalement pour arriver aux mythologies des civilisations tribales. Je veux dire un mot sur chaque. Les gnostiques, ce qui m'intéressait, c'est le plus philosophe d'entre eux, c'est Basilide. Basilide, il dit, Dieu, c'est celui qui n'existe pas. Ça, au moins, c'est intelligent, parce que Dieu ne peut pas avoir une existence humaine. C'est ce qu'on appelle la voie apophatique, un peu dans le christianisme oriental. Tout à fait. Il y a une chose qui m'intéressait, deuxièmement, dans les gnostiques, c'était cette idée, au départ, nul n'a une âme, mais chacun a en soi pour s'en fabriquer une. Et celui qui n'y réussit pas, n'échappe pas au piège du néant. Ça, c'est Ça rejoint une idée qui revient très souvent chez vous. Il ne suffit pas de naître, encore faut-il naître à soi-même et au monde. Oui, c'est ça. Oui, ça c'est vraiment très important, c'est les rites d'initiation, c'est ce qui nous manque. On avait même de manière un peu réduite les mythes d'initiation dans la religion catholique, c'était la communion, la petite communion, le catéchisme, l'enseignement, la confirmation, le mariage, ou avant ou après le service militaire. Il y avait toute une progression. Maintenant, il y a plus. Les gens ne sont plus dans leur vie, dans leur vraie vie. On est, il faut encore naître à soi-même. Ça, c'était vraiment très important. Ce qui m'intéressait dans le bouddhisme zen, là, je vais aller très vite parce que vous avez certainement beaucoup d'invités qui en ont parlé mieux que moi. Ce qui m'intéressait, c'est qu'il n'y a pas de cosmogonie donc ça m'a interpellé. Il n'y a pas de cosmogonie dans le bouddhisme Chan aussi bien que dans le bouddhisme zen. Et ça, je trouve ça important. Si vous avez une vision du monde, si vous avez une vision cosmique du monde, si vous avez une idée de ce qu'est le monde, vous êtes dans cette idée et dans la vision et pas dans le réel du monde. Et ça, c'est bien la progression méditative du moine zen. Alors, je suis arrivé, alors là, tout ça, c'était assez intellectuel. Je suis arrivé dans le plus charnel, j'ai débarqué dans ces mythologies des civilisations tribales, que ce soit les Esquimaux, les Sibériens, les deux Amériques, l'Afrique noire, etc. Mais justement, j'allais vous le dire, vous êtes tombé, vous aussi, un jour de 1986. Vous vous souvenez, à moto. Oui. Est-ce que vous avez entendu une voix qui vous disait « Jean-Pierre » Là, j'étais revenu à moto par la vallée du Salé pour me rendre chez moi. Il y a un chien qui sort d'une cour de ferme, qui bascule, qui fait que je bascule avec la moto. Je suis recueilli par une tribu de femmes. Ça, c'était loin d'être désagréable. C'est le paradis. Voilà, c'était le paradis. Encore qu'elle m'avait, à mon avis, retiré les vêtements plus que nécessaires et bariolé de mercurochrome, d'un cocktail de mercurochrome. C'était des macrales. Les macrales lotoises, vous voyez. On est dans l'universel, toujours. Et
je suis tombé évanoui, je me suis réveillé dans notre chambre, j'ai mis un certain moment à réaliser que j'étais dans notre chambre. À ce moment-là, il y a ma compagne Miette qui est entrée. J'avais l'impression d'être dans le jardin d'Allah avec les houris, vous savez, quelque chose de surnaturel. Comme je souffrais en grande partie d'une sorte de presbytie psychologique, elle me lisait des livres. Et un jour, elle a eu la bonne idée de prendre le Dieudo de Marcel Griaule. Et là, automatiquement, ces mots étaient aimantés. Ces mots m'ont permis de renaître. On est dans des cycles de vie. Là, je pouvais passer dans un autre cycle de vie. Je redevenais présent dans le courant. J'étais comme dans des limbes, dans des fumées, dans quelque chose d'inconsistant. Et là, brusquement, les mots me rendaient ma chair, me rendaient mon esprit. Et c'est là ma curiosité après pour la balade dans les civilisations tribales. Ceci dit, vous n'avez pas attendu cet accident pour être attiré par les sources. Oui, très jeune, vous êtes allé à la recherche du commencement. Oui. Notamment près de chez vous, à 2 pas d'ici, à la recherche de la source de la rivière qui venait se jeter. Oui, ça, racontez-nous. Ça c'était très important. Donc j'avais 9-10 ans. Hein, et je décide de remonter la rivière, ça m'intriguait. D'où partait cette rivière? C'était quand même une aventure. Il y avait une émission sur la RTBF que je regardais naguère quand j'étais jeune homme. C'était les Sentiers du Monde. C'était un sentier du émission, monde. Hein. Voilà, c'était un sentier du monde. Donc c'était une aventure dans l'inconnu. Il s'agissait aussi de la voiture. La vallée où je suis né était quand même fermée, enclose. Donc il s'agissait de franchir des frontières. On remonte à un certain endroit. Où je pensais trouver une source dans le genre Bernadette Soubirous, quoi, bien éclose sous un rocher ou sous une racine. Non, c'était une flaque sur 2 hectares de mousse d'un genre polytrique. Et en m'accroupissant et en écartant les brins de mousse, je remarquais qu'il y avait des fils d'eau qui serpentaient et qui formaient progressivement le fil de la rivière. Ça, c'était intéressant parce que c'était l'origine, par l'expérience d'un enfant physique aussi, avant d'être intellectuel, avant d'être amené dans la mémoire dans l'imaginaire, mais physiquement, j'avais vécu, il n'y avait pas de source, il y avait seulement une source multiple, confuse, dérobée, sous la mousse, de ce que nous sommes, pourquoi j'étais là, de quel était mon rôle, quel était mon endroit dans la vie, dans le monde, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses très importantes qui après ont une grande résonance dans l'imaginaire. Oui. Alors, je crois savoir, j'ai essayé de me documenter, que vous préparez un ouvrage qui s'intitulera « Une religion de l'évidence ». Vous pouvez déjà nous en dire un peu plus? Ça, c'est pas facile à expliquer. Écoutez, vous prenez un verre d'eau, vous l'emplissez tout à fait, et il paraît en même temps tout à fait vide. Et au milieu du mot évidence, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le vide. Je cherche une religion qui se dispense de croyances, de foi, et qui essaye de capter cette évidence. Que ce soit une évidence dans la réflexion, dans une image, dans une conversation, la perception du réel de l'autre, qui n'est possible que dans l'effacement de soi. Tant que vous êtes égocentré, l'autre vous sert de miroir. Si vous perdez votre ego, vous commencez à percevoir. Vous grattez le teint du miroir et vous passez, vous avez la perception d'autre. C'est ça, la religion de l'évidence. Mais pourquoi avoir besoin de croyances? Pourquoi avoir besoin de foi, de texte, etc. Alors qu'il y a une sorte d'immédiatité, je ne sais pas comment dire ça, de spontanéité. Et il y a cette évidence du verre à moitié vide et à moitié plein. Ce qui était important chez moi, si vous voulez, c'est un jour de constater que mon verre était à moitié vide ou à moitié plein. Et de me dire, tiens, vivons du côté du signe plus, il est toujours à moitié plein. Ça ne change rien au contenu du monde, mais il y a toujours alors le plaisir par surcroît. C'est vrai que j'ai, sur mon site par exemple, Jean Pierrotte, Google, on tombe immédiatement sur mon site, et c'est plaisir d'exister. J'ai opté pour ça. J'ai opté pour une situation d'un monde qui est aussi dans l'effroi, dans la douleur, dans le meurtre, dans l'attentat, dans la misère, dans la pauvreté extrême, et en même temps, ce plaisir par surcroît. Et il me semble que c'est par ce plaisir que l'on peut progressivement arriver à aider l'autre. Il y a une phrase de Peter Hang qui m'intéressait beaucoup dans une conversation que j'ai eue avec lui, c'était on peut aider l'autre à partir du moment où on a réalisé son rêve. Là, je trouvais ça un petit peu vaniteux, alors j'ai corrigé, à partir du moment où on commence à construire son rêve. Cette image, Jean-Pierre Hoth,
C'est une image que l'on voit même les yeux fermés. Alors les yeux fermés ou ouverts, que vous dit-elle, cette image? Le 11 septembre 2001, j'étais dans mon atelier et un ami qui s'appelle Jacques-Henri, qui est un personnage avec qui j'ai fabriqué des parfums, je pars ça dans La vie amoureuse des fleurs dont on fait les parfums, m'appelle dans l'après-midi, il me dit « Ouvre la télévision, il y a quelque chose qui va te faire plaisir ». Alors je dis, écoute Jacques-Henri, moi déjà la télévision je la regarde pas beaucoup le soir, et alors dans la journée, il insiste, je t'assure ça va te faire plaisir. J'ouvre la télévision et je tombe sur une série américaine dans un scénario de catastrophe, et je mets un certain temps à réaliser que ce virtuel-là est vrai, est réel. Et là je suis assez fasciné, étourdi d'abord, interdit. Je regarde cette chose et je vois le deuxième avion qui se projette sur la deuxième tour. Ça reste imprimé en moi, je regarde cette chose, je descends à Cajar, là je retrouve Jacques-Henri qui me dit, écoute c'est sensationnel, moi je m'en suis fait un clip et je vais me le repasser avec une musique de Led Zeppelin dans les cas de déprime. Vous vous rendez compte? Je rentre chez moi et je me dis, mais il y a quelque chose qui vient de se produire d'important. Le soir on disait que les pays occidentaux étaient traumatisés. Tous se disaient traumatisés. Moi, je ne me sentais pas du tout traumatisé. Ils sont interdits, en suspens. J'ai dit, il y a quelque chose à comprendre dans cette histoire. Je vais chercher ma Bible de Jérusalem, tout à fait courante. J'ouvre et je vais à la tour de Babel. Déjà, dans les mythologies, j'étais familier des twins, des jumeaux. Il y a souvent des jumeaux qui sont à l'origine d'un mythe fondateur. Romulus, Rémus, Abel, Caïn, même s'ils ne sont pas jumeaux, c'est des frères fondateurs. Ou alors chez Tawiskara et Ionaskara, qui sont chez les Iroquois. Donc ils sont deux. C'est un mythe fondateur. C'est World Trade Center. C'est le centre des commerces du monde. J'entends à la télévision que Stockhausen déclare que c'est d'un esthétisme époustouflant. Puis je reviens à ma Bible. Je regarde la Bible et là, je tombe sur la tour de Babel. Que dit la tour de Babel? En deux lignes. Un peuple parle le même langage avec les mêmes mots. Ils construisent une tour qui va atteindre le ciel. Orgueil, vanité. Ils veulent se transcender eux-mêmes pour devenir des dieux, à l'égal des dieux, dit le texte. Le Dieu lui-même prend ombrage de cette situation. Il jette la confusion des langues. Les peuples s'égaillent sur la planète, parlent des langages différents, ne se comprennent plus entre eux. Qu'est-ce qui se passe? Dans le mythe de Babel à l'américaine, à rebours, comme si on allait refermer la boucle, les peuples parlent des langages différents, ont leurs films, leur musique, leur mythologie, leur gastronomie. Et voilà qu'on impose un seul langage. Vous allez tous parler le même langage. Non seulement vous allez parler le même langage, vous allez vous vêtir des mêmes vêtements. Vous allez vous nourrir des mêmes nourritures. Vous allez penser tous les mêmes pensées. Vous allez désirer tous les mêmes désirs mimétiques de René Girard, une référence à René Girard. Et la même sera en prêt à porter. Je vois cette chose-là et je la comprends comme ça. C'est une chose qui me réjouit d'une manière mythique. Pas, bien sûr, que des personnes y ont perdu la vie, ça, vous comprenez bien. Donc, mais mythiquement, je vois un truc extraordinaire qui s'est produit. À peu de jours près, 2-3 jours plus tard, sur Arte, on présente une région d'Afrique, et on nous dit, voilà, il y avait la famine, il y a encore la famine, il y a des camions qui viennent heureusement d'arriver, ils sont à 50 km d'un village, et il y a un noir qui va essayer de marcher vers ces camions de nourriture. Il est affamé, il est sans force, il est épuisé, il va quand même marcher dans la poussière, il va essayer d'arriver et il n'y arrivera pas. Une image qui ressemble à ceci, par exemple? Ah là là, oui, voilà. Et là, ça a été une chose très importante que j'ai compris. C'est que lorsque je regardais les Twin Towers, en toute sincérité, je vous dis ça, j'éprouvais de la pitié. Mais dans la pitié, l'autre reste pour vous un spectacle. Et devant ce noir, ou toute cette foule de noirs que je vois là, qui sont aussi les victimes
de cette tour de Babel à l'américaine, à travers le monde. En voyant ça, j'ai éprouvé de la compassion. Et dans la compassion, la différence de la pitié, l'autre n'est plus un spectacle, vous souffrez en même temps que lui. Et bien, ce noir qui marche sur une route poussiéreuse, ou ces femmes, ou c'est tous les autres, ça, je continue à les porter en moi. Et c'est des choses qui m'habitent. Cette photo a été prise pratiquement au même moment, voilà. En 2001, image de famine au Soudan. Voilà. Alors, l'horreur du monde, elle est partout, dans les journaux, à la télé. Vous ne cessez de le répéter. Vous avez fait le pari d'une écriture et d'une vie positive. Oui. C'est une sorte de thérapie contre le mal du monde. Je pense oui, parce que aller redécrire les plaies, aller ressouligner les plaies, c'est une chose vraiment importante. Je pense que c'est plus un travail de journaliste dans le très noble sens du terme. Ça vous vient d'où ça, Jean-Pierre Hott, cette envie, disons, de positiver, de regarder le monde plus ça vient de mon rose que grand-père. noir. Mon grand-père était conteur et chansonnier. Il avait pris sa retraite à 31 ans et c'était un personnage heureux. Je crois que le bonheur se prend par contagion. Il se prend par contagion et il se prend de manière fulgurante dans Dostoïevski. Dans Les Possédés, il y a un personnage qui s'appelle Kirillov, pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Et Kirillov dit « L'homme est malheureux parce qu'il ne sait pas qu'il est heureux. Mais quand il le découvre, il devient heureux à l'instant. » Je pense être heureux, avoir le plaisir, c'est en même temps avoir la conscience de l'état du monde. C'est pas de l'égocentrisme, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas un faux fouillant, c'est le monde est comme ça. Mais n'est-ce pas en ayant du plaisir à vivre, du plaisir à écrire, du plaisir à écouter l'autre, que je peux améliorer un petit peu quelque chose. Vous venez d'évoquer votre grand-père. Ah. Il était dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Oui. Que lui est-il arrivé ? Il est devenu l'écrivain public de ses camarades. La plupart de ses camarades étaient des analphabètes et il a commencé à écrire les correspondances avec ses marraines de guerre. Là, j'ai senti s'éveiller une vocation en moi. Vous imaginez, écrire à des tas de femmes inconnues. Un romancier, finalement, ce n'est que ça. Vous écrivez à des tas de femmes inconnues. Mais vous parlez de votre grand-père avec un sourire jusque-là, et je vous parle d'un homme qui était dans les tranchées de 14-18 et qui a vu son camarade à côté de lui abattu. Mais malgré ça, il en parlait de manière assez joyeuse. Je ne sais pas comment vous dire ça. Et il a été même jusqu'à écrire à ses parents qu'il était marié. Oui, oui. Il a inventé une histoire à ses parents pour les rassurer, pour leur dire tout compte fait, c'est pas si moche que ça. Voilà, oui, oui. C'est ce que vous faites. Oui, oui, oui. Écoutez, alors, la même chose que mon grand-père. Je fouillais dans une maison en ruine dans le Lot, à la vallée du Salé. Qu'est-ce que je trouve dans une armoire? Une liasse de lettres. Et c'était deux fils de ferme, 14-18, deux fils de ferme qui écrivent à leurs parents. Et ils racontent la vie des tranchées. Comme mon grand-père, tout va bien ici, la bouffe est bonne. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et la dernière lettre, c'est le capitaine, simplement, qui avertit les parents que les deux fils sont tués. Mais je pense que c'est pas une illusion, le plaisir de vivre. Je pense qu'on est plus utile dans le plaisir. Je crois même que c'est une morale ou un devoir. On est dans une vie exceptionnelle. Ce qui est assez sympathique, c'est qu'on est, à l'échelle de l'univers, on est comme un grain de poussière qui contient en même temps tout l'univers entier. Vous êtes dans ce grain de poussière. Et je pense qu'il y a une sorte de devoir, qu'il y a une morale, qu'il y a une dignité, qu'il y a une invitation que la vie vous fait à partager ce bonheur exceptionnel dans le miracle d'être en vie. Vous voulez dire que le centre de l'univers, c'est ici et maintenant ? C'est ici et maintenant, c'est en vous, c'est en moi, c'est dans tous les techniciens qui nous entourent, c'est à la fois dans les gens qui nous regardent. Le centre du monde est à la fois nulle part et partout, et il est chaque fois, en chacun des êtres vivants qui en prennent conscience. Simplement, prendre conscience, c'est le plaisir d'exister. Bon. Le hasard favorise les esprits préparés. Louis Pasteur. Jean-Pierre Hott, diriez-vous que cette phrase de Pasteur est en quelque sorte votre devise ? Un code de conduite. 16 ans, Institut Saint-Rumac, classe de physique, le professeur dit cette phrase, à Stavelot, ce professeur dit cette phrase, le hasard favorise les esprits préparés. C'est une phrase vraiment comme un court-circuit électrique entre moi, les autres, moi, le monde, moi, les événements. Ça me touche vraiment très, très fort.
Et presque aussitôt, je retourne la phrase, qui me semble encore plus forte, c'est « prépare-toi et le hasard se manifestera en ta faveur ». Là, il y avait la disponibilité. Il y a le pouvoir, qui est pour moi pas la solution des problèmes, mais la source des problèmes. Il y a la disponibilité au présent, aux autres, à soi-même. Je vois cette phrase, ce code de conduite, prépare-toi et le hasard se manifeste. Une sorte de confiance, une sorte de providence. Je pars de moi, je vais vers moi. Comme disait Lacarrière, celui qui oublie conduit le chemin, finalement, c'est le chemin qui le conduit à lui-même. Je suis dans cette phrase-là et je me dis, c'est mon code de conduite. Je suis pas assez malin, je suis pas assez intriguant, je suis pas assez courtisan pour réussir autrement. Je vais me rendre disponible en ayant des désirs. Et si ça ne marche pas, c'est que mon désir n'est pas intéressant. Je vais le reprendre, je vais l'affiner, je vais l'effiler. Et puis les choses, c'est un petit peu comme si quelque chose en nous devait se former, attendait à une sorte de signal intérieur pour que les événements et les circonstances alentour se regroupent et se dire maintenant, ce gars-là, il a un désir, il y a une sorte de justice dans le monde, son désir est intéressant, on va favoriser ce désir. C'est comme ça que je voyais les choses. J'ai pas cherché mon éditeur, j'ai pas cherché mon grand amour, j'ai pas cherché ma maison où je vis, mon petit fief où je vis actuellement. Je suis parti. Et si j'essaye quelque chose, ça rate toujours. Je suis un maladroit. Je suis pas un intrigant, je suis pas un diplomate, je suis même tout le contraire d'un diplomate. Mais ça, la disponibilité, affiner son désir, ça marche. J'ai même écrit, ça c'était quand même un petit peu trop fort, mais j'ai même écrit que c'était la seule justice qu'on pouvait avoir en ce monde. En effet, dans un texte paru dans la Libre Belgique, Le plaisir d'exister. Je disais ça. Hein. Ouais. Finalement, toute votre œuvre tourne autour de ce mot d'ordre, en quelque sorte. Est-ce que le plaisir d'exister est un devoir? Oui, je pense un devoir. Je ne dirais pas un droit, un devoir, oui. Je pense qu'il s'agit de se rendre compte qu'il y a un miracle à être dans ce monde, un miracle à disparaître dans ce monde. Je ne suis pas de ceux qui se révoltent contre la mort. Mais, disait mon grand-père, c'est une chose importante. Il est mort d'une manière intéressante et il disait une chose, c'est plus facile de mourir quand c'est épanoui, parce qu'alors on n'a plus qu'à se décrocher de l'arbre. C'est comme le fruit arrivé à maturité, il ne peut faire qu'une chose, c'est de tomber. Donc cette chose-là, je pense ça, mais je ne pense pas à une manière égocentrée et égoïste. C'est ça qu'il faut bien noter. Le plaisir d'exister, c'est pas le contentement égoïste des choses ou de soi-même. C'est le plaisir aussi de rencontrer l'autre, d'écouter l'autre. Oui. Dans ma vie de tous les jours, je fais exactement le contraire de ce que je fais pour l'instant. Je suis un écouteur. Un bon écouteur. Là, c'est l'arroseur arrosé, c'est l'écouteur écouté. Voilà. Oui. Alors, le hasard favorise les esprits préparés. Oui. Le hasard au cœur de votre travail, de votre création. Le hasard au cœur d'un livre et le bel objet d'un jeu. Alors j'ouvre cet objet tout à fait extraordinaire, couleur chair, outrageusement chair, un livre, L'amour sur parole, paru chez Guy Trédaniel en 2007, le parcours des 63 programmes amoureux, Jean-Pierre Hott, et dans cette belle boîte, un jeu, un dé, 2 pions et un tapis. Un jeu de loi. Le jeu de l'amour et du hasard, c'est la même chose. Et c'est aussi le pasteur, c'est le hasard va se manifester pour l'esprit préparé. Affinez votre désir, vous allez jouer et ça va vous correspondre quelque part. Ce qui me semblait bien intéressant, déjà, Arthur Rimbaud, déjà, l'amour est à réinventer. On est passé d'une libération sexuelle, mais la libération n'est pas encore la liberté. Et on est dans une progression, maintenant on est dans un processus. Et il me semble maintenant que on doit réinscrire l'amour dans une progression. Être attiré par quelqu'un, c'est pas plonger dans un lit brusquement et une sorte d'anonymat coïtal, je sais pas comment appeler ça. Non, c'est ce qui est intéressant, c'est d'être dans une progression. Il y a des gens... Et de vivre, c'est ça la moralité de ce texte, c'est de vivre les choses au degré de l'attirance qu'on éprouve. Il y a un homme, une femme, on peut simplement, moi attiré par une femme, je peux simplement désirer, avec elle ça va être la promenade, avec elle ça va être le regard, avec elle ça va être partager un repas, avec elle ça va être peut-être une escapade en montagne, avec elle ça va être d'autres gestes, ça va peut-être de prendre le bain ensemble, ça va être peut-être vous comprenez ce que je veux dire? Une progression.
Et si vous regardez dans mon jeu, les postures sexuelles proprement dites arrivent seulement vers le 42e programme, si je me souviens bien. Vous êtes dans une progression. Ça, je trouve ça important de ne pas précipiter les choses, d'apprivoiser son désir, que ce soit pas le désir ou la pulsion physique libidineuse, comme ça, libidinale plutôt, qui vous emporte et qui se satisfasse à votre place. Il s'agit de s'approprier le désir, de l'apprivoiser, de manière à ce que l'amour soit vraiment quelque chose d'intéressant. Et pour moi, si je définis la plus haute idée que je puisse me faire de l'amour, c'est aimer. C'est pas que l'autre nous serve d'écran à nos fantasmes, d'objet à nos fantasmes, c'est permettre à l'autre d'être et de devenir ce qu'il est. Pour moi, c'est la plus haute chose. À partir de ce moment-là, c'est la seule morale en amour et on peut arriver à des choses prodigieuses. Alors, le plaisir d'exister, vous l'avez aussi peint. Oui. Voilà, oui. Il est paru dans Recours aux couleurs. Voilà, oui. C'est la même idée? En peinture, l'avantage c'est que la peinture, c'est c'est immédiatement la sensibilité, le sensible plutôt que le sens. Quand on fait ce livre-ci, quand on fait d'autres livres, automatiquement il y a le sens des mots. Vous mettez deux mots ensemble, même un seul mot, déjà il y a des sens. Il y a beaucoup de sens, il y a une complexité du sens. Là, la peinture, c'est physique, c'est sensible, et je dois beaucoup. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Il est mort il y a 3 ans. Je dois beaucoup à Serge Van der Kamp du mouvement Cobra, avec qui j'étais très lié, qui à un moment m'a dit, bon, tu te comportes comme un écrivain qui peint, comme Michaud. Maintenant, écoute, on va essayer de passer, je vais essayer de te porter dans l'univers de la peinture. Oublie tes mots, oublie tes concepts, oublie tes visions. Laisse-toi aller, laisse ta main se dévider. De toute façon, tu as tellement de choses en toi. Ça va arriver progressivement sur la toile. Ça, c'était une leçon magistrale. Ouais. C'était un bon professeur, autre qu'il était un de mes meilleurs amis. Jean-Pierre Hott, à votre avis, sommes-nous délivrés du péché originel? Et malheureusement, non. Et malheureusement, non. C'est une chose qui nous croyants ou non croyants, qui nous imprègne encore. Nous sommes tous des exclus. Hein. On est tous des exclus d'un paradis originel. On est tous exclus d'un paradis dont on fixait le lieu entre l'Euphrate et c'est l'Irak actuel. Récemment, on a lancé des bombes sur le paradis. Vous vous rendez compte mythiquement ce que ça signifie? Et maintenant, vous avez le paradis, attentats, terroristes, des innocents qui sautent, des kamikazes, etc. On est tous des exclus. On est tous des exclus si on s'en réfère aux mythes, croyants ou non croyants, ça continue à nous imprégner. Donc nous voilà exclus. Exclus pourquoi? Parce qu'il y avait un arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet arbre? Essentiellement, c'est la conscience que l'homme a eue à une certaine époque, et vers 8000 avant notre ère, il y a 10 000 ans, du lien qui existe entre la sexualité et la procréation. Et fort de cette distinction-là, il a été exclu du paradis terrestre. Il a été condamné aux travaux forcés. La femme souffrira dans la douleur. Alors, le paradis, pour moi, c'est pas une chose en arrière. Il y a en allemand, il y a un mot qui s'appelle Sehnsucht. Et Sehnsucht, c'est pas la nostalgie d'une chose passée, c'est la nostalgie d'une chose à venir. Et il est important, dans le moment présent, d'aller vers cette évidence, cette religion d'évidence, et de voir si, finalement, est-ce que le paradis n'est pas parmi nous? Est-ce que nous ne sommes pas aussi avec une parcelle de paradis à l'intérieur de nous-mêmes? Qu'est-ce que ça pourrait être le paradis? Qu'est-ce que sera bientôt notre Paris? Jean-Pierre Hott, ce petit vase, vous nous l'avez amené, je dis ça pour nos amis téléspectateurs, avec le plus grand soin, comme un bébé dans un couffin, comme le petit Jésus dans sa crèche. Tout à fait, oui. Il vient de loin? Il vient de très loin. Pour vous introduire à ce vase, il faut que je raconte ce qui a été la plus grande douleur, la première douleur dans ma vie, dans ce monde. Autant mon grand-père était mort d'une manière allègre et amusante en fumant ses cigarettes et en buvant son péquet, en racontant des histoires. Ma grand-mère, qui était la femme que je chérissais le plus, était morte à l'hôpital, seule.
Fredine. Alfredine. Fredine, c'était mon grand-père qui l'appelait Fredine. C'était Alfredine Noncera, quand même. Alfredine capitaine. Ah, je l'adorais. Et elle était morte seule à l'hôpital. On était partis et elle est morte cherchant peut-être la poire de nuit. Je raconte ça dans mes livres. C'est vraiment ma première douleur. Dans Nicolas Gaillou, là. Dans Nicolas Gaillou. Et en même temps, on construisait à Liège un hôpital à la Citadelle. Et dans Nicolas Gaillou, je dis maintenant, cher ami liégeois, si vous voulez aller dans l'autre monde, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, vous allez passer par ici et vous allez partir dans l'autre monde avec des tuyaux dans les narines, des perfusions dans les veines. On vous fera subir toutes sortes d'examens, des ponctions. En fait, il faut quand même une phrase que j'ai dit, je crois que c'est dans les histoires du plaisir d'exister, les progrès spectaculaires de la médecine et le confort de la sécurité sociale ont permis en même temps à la maladie de se développer dans les meilleures conditions. Je vous cite la phrase comme ça. Le rapport avec le vase. Alors le vase, donc j'étais vraiment blessé. Hein. La vision de ma grand-mère m'habitait et revenait constamment comme ça. Là, je vais pas citer les noms parce qu'il y en a qui vivent encore. Je peux dire le lieu. Enfin, nous habitions à une ancienne école à Lorcé, suite à notre première année de mariage, et nous étions chez des gens, tout à coup, il y a l'enfant qui vient, il s'était blessé avec une faux, il y a le sang qui coulait de partout, la dame dit, attends, je vais appeler un tel, je ne citerai pas son nom, elle appelle ce personnage, et voilà, qui dit au téléphone, tu raccroches, au moment où tu raccroches, le sang va s'arrêter de couler. Et voilà que le sang s'arrête de couler sur cet enfant. Et je me dis, mais je veux connaître cette personne. C'était un guérisseur qui m'a inspiré pour Blaise Menil-Main-de-Mante. Un vrai guérisseur, c'est un enfant posthume. C'est un enfant qui n'a pas connu son père, c'est un enfant dont le père est mort pendant la grossesse de la mère. J'ai dit, il a les mains de Mante. Donc je rencontre ce personnage. J'en ai rencontré d'autres. Je vais en tenir un qui m'a offert le vase. Donc je vois ce personnage. C'est un personnage ascétique, hein, c'est une sorte d'ermite. Il vivait à l'écart, il était dans la région de Vaux-Chavannes. Ce personnage, quand il vous parlait, vous racontiez vos mots, et il nouait une corde, il traçait des nœuds. Et puis il disait à la personne, quand elle a fini d'expliquer tous ses problèmes, maintenant tu te retires. Et lui repartait seul et dénouait les nœuds de cette corde. Et il y a un secret. On prend le mal de l'autre et après on s'en délivre en dénouant. Et il y a un secret que je ne vais pas vous dire parce qu'il m'a dit de jamais le dire. Et puis quand je m'intéressais seulement à lui, et puis qu'il m'en avait fait connaître, des gens qui pratiquaient vraiment des exorcismes sur des personnes. Et puis il m'a dit, ce vase-là, je vais te le donner. Mais je vais te donner le secret de ce vase-là. Tu vois, c'est un vase de protection. C'est un vase d'exorcisme. Je m'en sers pour moi et parfois pour les malades. Et ici, là, il y a un trou. Parfois, je l'accroche à la porte de la chambre du malade. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vase? Parce que le vase ne fonctionne pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vase? Il faut qu'il y ait des éléments de différents mondes. Il faut du minéral, il faut du végétal, il faut de l'animal, il faut de l'humain. L'humain, ça peut être par exemple des rognons, c'est des cheveux. Le végétal, ça peut être des lichens, ça peut être une racine. L'animal, ça peut être aussi des poils de l'ursette, comme on disait dans les fils barbelés. Ça peut être ça. Et il composait, si vous voulez, une sorte de rébus de différents petits objets qui provenaient de mondes différents. Et en parenthèse, quand j'ai étudié les Sioux Dakota, dans les sacs de médecine, c'est exactement ça. Le sac de protection, c'est on prend des éléments des différents mondes. Et pourquoi est-ce que j'ai ça et pourquoi est-ce que ça m'a fasciné? J'ai toujours ça à proximité de l'endroit où j'écris, où je peins. C'est que je ne veux jamais oublier que nous ne sommes pas seulement des humains. Je veux toujours me rappeler qu'il y a en nous du végétal, ne fût-ce que par l'évolution, par la mémoire géologique qu'on porte en nous-mêmes à travers Donc il y a du végétal, il y a des algues, il y a le mouvement de la mer, il y a le minéral, il y a l'animal, il y a l'humain, il y a le divin. Hein. Et je ne veux jamais le perdre de vue, cette chose-là. J'ai dit une phrase qui dit « On est plusieurs au partage de sa propre vie, chacun, on est... » Parce qu'il y a cette multiplicité du monde. Je ne me plais pas dans le monothéisme et je ne me plais pas dans l'univers. Je me plais dans les multi-univers, dans le multivers, exactement, qu'on pourrait dire comme ça, dans le multiple, si vous voulez. Je pense que si on est soi-même, on est en même temps soi-même aussi bien en jardinant qu'en écrivant, qu'en faisant telle démarche, et qu'il est important d'approfondir différentes démarches, et que l'épanouissement est dans cette relation, et dans l'épanouissement de différentes passions. Vous venez de parler de la fin ô combien douloureuse de votre grand-maman, Fredine. Vous lui rendez, mais je peux me tromper,
en quelque sorte hommage et visage dans Petite tribu de femmes à travers le personnage d'Amy, qui est une dame âgée, mourante. Vous avez, je crois, vous n'aimez pas trop en parler, rencontré une dame âgée, mourante, que vous avez aidée à terminer son chemin ici-bas. Quand elle vous voyait, elle était en quelque sorte soulagée, délivrée. Est-ce que vous êtes, à votre manière, un guérisseur, Jean-Pierre Hott? Ça, je n'oserais pas le dire, mais disons quelqu'un qui a une capacité d'écoute envers l'autre. Vous savez, recevoir l'autre, c'est le recevoir en soi-même. C'est ça que la dame sentait. Guérisseur, je n'oserais pas dire, mais une capacité d'écoute. La femme se sentait bien parce que j'étais tout entier disposé à la recevoir, à recevoir sa présence, à recevoir son passage douloureux. Cette femme, je l'ai changée parce que j'aurais pas pu l'écrire comme ça. En fait, c'est une écrivain. Dans mon livre, c'est une paysanne qui meurt. C'était impossible pour moi d'écrire la réalité de ce que j'avais vécu. Mais si je le transposais dans un personnage que je créais de toutes pièces, là, tout ce que j'avais vécu, je pouvais librement, dans le respect de la personne que j'avais aidé à mourir, je pouvais en parler. Mais pour écouter bien l'autre, il faut d'abord s'être écouté soi-même. Je pense que ça se fait en même temps. Je pense que les choses ne sont pas d'un à l'autre. Je pense qu'on écoute, on est écouté, on écoute, on est écouté. Mon grand-père, par exemple, c'était un homme de parole. C'était pas quelqu'un avec qui je parlais. Et en même temps, je lui disais tellement de choses pendant que lui me parlait. Je lui disais tellement de choses parce que je recevais ses paroles. Quand il me dit une des dernières phrases que je dis dans La vie amoureuse des fleurs, écoute, on devient intelligent à partir du moment où on ne sait rien. Mais pour le savoir, il faut en apprendre beaucoup. Vous vous rendez compte de dire des choses comme ça à un enfant, et puis que vous avez là une sorte de grimoire qu'il a tracé en vous-même, qui commence à se révéler à vous, et puis vous faites vous passez 20 ans à étudier les insectes, les animaux, vous passez 20 ans dans les mythologies, et puis vous avez cette phrase qui vous revient. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez une modestie absolue par rapport à ce que vous avez fait. Vous avez une délivrance absolue par rapport à ce que vous avez fait. Donc ça, il m'a dit toutes sortes de phrases inimaginables. Vous voyez? Dans Nicolas Gailloul, vous racontez de manière incantatoire cette espèce de vocation qu'il vous assigne. Ces mots magiques, va vers la vie. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Oh, tout à fait, oui. Il m'a éveillé. Ça, c'est important. Il ne s'agit pas d'un gourou, ça, j'ai horreur de ça. Mais il faut qu'il y ait des gens, pour un enfant, qui aient une autorité sur vous. Et qui soit un personnage d'ouverture, pas d'enfermement, pas le pouvoir du gourou sur non. Mais le personnage qui dit, tiens, je vais lui glisser 2-3 phrases, il va s'en servir et il va s'épanouir dans sa vie. Ça, c'est un peu ma démarche, oui. Mais jamais en me prenant comme un gourou. Ça, je sais si j'en ai parlé quand j'ai publié le chant de soi-même sur les rites d'initiation, parce que j'ai eu beaucoup de questions là. Non, pas en me prenant comme un gourou, mais toujours dans cette capacité d'écoute. Ça, c'est vraiment important. Je dirais encore une chose par rapport à ça. Sûrement que je suis un païen et sûrement que je suis un animiste contemporain. Un animiste, ça veut dire une seule âme pour qui va se manifester à travers différentes formes, végétales, animales, etc. Et contemporain, c'est parce que simplement l'ADN, c'est la forme contemporaine de l'animisme. Vous aviez une substance spirituelle qui apprenne tous les êtres vivants, et là on vous dit, vous avez un code génétique à partir de laquelle s'élaborent les êtres vivants. Jean-Pierre Hott, vous qui avez pendant des années scruté le ciel pour mieux comprendre les grands mythes de l'origine, en savez-vous davantage que nous sur, non pas les matins du monde cette fois, mais les nuits du monde, sur la fin des temps? On a parlé tout à l'heure on est des exclus du paradis. Caïn et Abel, le mythe fondateur. Caïn tue Abel. Abel fait une offrande et le Dieu est enchanté par cette offrande. Là, il est assez sympathique, le Dieu. Caïn tue Abel. Qu'est-ce qu'il tue? Il tue le nomade, il tue le philosophe buissonnier, il tue celui qui connaît la nature, il tue celui qui connaît les étoiles, les serpents d'étoiles au-dessus de ses troupeaux. Il tue Arthur Rimbaud, il tue Henri Miller, il tue Jean Giono, il tue Albert Cossery, il tue Soseki, il tue une foule de monde. Il devient le premier agriculteur. Le texte le dit, premier agriculteur et le fondateur des villes. On était errants, vagabonds, comme le vent sur la planète. Qu'est-ce qui se passe? Il fixe le lieu. C'est le commencement de l'idée fixe. On est fixé, sédentaire. Et qu'est-ce qu'il faut?
Il faut une clôture. On a le bien. Et là, la perversité, c'est que la notion du bien et du mal, le bien, faire le bien, c'est accroître le patrimoine. C'est uniquement matériel. Il y a les greniers à grains. Il y a des gens qui ont envie de piller les greniers à grains, on met des gendarmes, on établit des frontières. Les frontières, il y a des contrats de propriété. Contrats de propriété, il faut des notaires, il faut des avocats, il faut encore des soldats, il faut finalement des politiques. Et les politiques tiennent leur pouvoir de ce signe de Caïn. Le dernier en date célèbre, c'est George Bush, c'est Sarkozy actuellement, il y en a beaucoup d'autres. On vit sous le signe de Caïn. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ça que je suis assez, pas optimiste, mais réjoui de cette religion d'évidence. Comprendre le présent où nous sommes. Comprendre le présent où nous sommes, c'est, il y a eu des âges, du bronze, de la pierre, des cavernes, du feu, de tout ce que vous voulez. Et voilà qu'on est à un nouvel âge qui se manifeste par le déclin de l'agriculture et la déliquescence de la culture qui est née de cette agriculture. Qu'est-ce qui se passe? Le temps était cyclique. Le temps était dans le calendrier des postes, le temps est en train de sortir du calendrier des postes. Le temps devient turbulent. Qu'est-ce que ça veut dire, turbulent? Ça veut dire que les événements ne sont pas linéaires, ils ne sont pas dans des cercles, ils ne sont pas dans un enfermement, ils fluctuent, ils bougent, ils vagabondent. Voilà le temps. On parlait de mon grand-père, on était à Burnontige. On parlait de ma grand-mère, on était à Liège. On a parlé de ceci, de cela. Regardez comment fonctionne le temps. On est revenu en arrière, maintenant on est plutôt dans l'avenir. On est dans un présent proche de l'avenir, un présent qui est déjà de l'avenir. Il y a le temps turbulent. Tu travailleras à la sueur de ton front. Et voilà que le travail n'a plus de valeur en soi. Voilà que les gens ont des existences où ils doivent continuer à travailler, des travaux le plus souvent stupides, sans pouvoir avoir l'occasion d'imaginer ce qu'ils pourraient faire pour eux-mêmes. Voilà que le travail, qui était un châtiment, le travail c'est le châtiment à la sortie du paradis, voilà que le travail commence à se défaire. Voilà qu'il y a Buckminster Fuller et des économistes de Chicago qui disent, mais si on travaillait simplement 10 ou 15 heures, si on offrait 10 ou 15 heures de notre temps chaque semaine, on vivrait à peu près dans le même confort matériel qu'on est à présent. Oui. Mais par ailleurs, vous dites que nous sommes, c'est ce que vous venez de dire d'une certaine manière, en train de sortir de ce monde-là, que nous sommes en train d'entrer tout doucement dans un autre monde. On y est entré pour moi. Oui. Carrément, oui, oui. On n'est plus dans la chrysalide? Non, on n'est plus dans la chrysalide, on est au seuil de l'autre monde, qui n'est pas virtuel, qui est même dans une figure assez indéfinie. On est en train de devenir des papillons? Par exemple. Oui. Vous savez que j'ai beaucoup étudié dans l'épopée Homos du papillon ce moment où, regardez, voilà, dans les années 60, on était des chenilles, excusez-moi la comparaison, la chenille accumule la matière nécessaire à l'accouchement de soi. C'était notre société de consommation. Maintenant, on a amassé assez de choses. On s'enclôt dans la chrysalide chacun, tous en même temps, tous les en même temps et chacun un par soi, et on débouche, on est en train de devenir autre chose. Mais le monde est changé. Toutes les politiques que vous parlez de politique de renouvellement, tout ça, ils sont à côté de la plaque, ils sont à la traîne. On est dans un nouveau monde par le temps, par la notion de travail, par la femme, par la contraception, puisque l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la conscience des deux, et voilà que la contraception a permis de séparer l'acte sexuel de la procréation. Voilà qu'il y a une liberté autre pour la femme. Vous voyez tout ce... Voilà que les frontières s'effacent, voilà que les clôtures dans le Lot où je vis sont reprises par la nature. Il se passe quelque chose de prodigieux. Je me rappelle, il y avait une vieille femme près de chez moi, elle était heureuse, elle ne le savait pas. Et si vous n'avez pas conscience de votre bonheur, vous y gâchez les 9/10 de votre bonheur. Eh bien, être du présent, c'est prendre conscience de ce qui se passe en ce moment. La notion du temps, du travail, des frontières, tout ça. Ça, c'est vraiment très important. Un mot qui revient souvent chez vous, ce sont les accordailles. Vous nous appelez en quelque sorte à de nouvelles accordailles avec nous-mêmes, avec le monde, avec la terre, avec le ciel. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment mon programme. C'est ma petite idée cachée, si vous voulez, dans ma petite fabrique artisanale de mots et d'images. C'est ça qu'il y a toujours derrière, s'accorder avec le monde. C'est vraiment, reprenons encore le thème de renaître à soi-même, une deuxième naissance à soi-même, réaccordons-nous à nous-mêmes, reconnaissons-nous nous-mêmes. Ça, c'est vraiment super important. Le coup de foudre, c'est d'abord
se reconnaître avant de se connaître. Et ici, c'est presque la démarche inverse. C'est connaître et en même temps reconnaître, redécouvrir, revoir l'épaisseur des choses. On est quand même dans des systèmes d'information qui s'étrécissent de plus en plus. Est-ce que vous vous rendez compte qu'au journal télévisé de TF1, il y a Johnny Hallyday qui n'a rien à dire, mais il y passe toutes les semaines. Un jour de football. Vous comprenez ce que je veux dire? On en fait un show comme ça, et on donne une importance démesurée parce qu'on a besoin que quelque chose nous arrive. En France, il ne leur arrive rien. On a loupé la grippe aviaire, et la nouvelle grippe maintenant ne donne pas grand-chose. Et heureusement, il y a 3 campeurs là près d'un torrent qui ont été avalés. On envoie un envoyé spécial, et il n'y en a pas un troisième. Vous n'apercevez pas la jambe d'un troisième. Enfin encore. Rappelez-nous encore des missions. Vous voyez l'information comme ça. Et en même temps, le monde est d'une démesure extraordinaire, et on nous étrécit. On a réduit les gosses. Il y a un film on nous a réduit, quoi. Et si on recommençait tout doucement, au sortir de la chrysalide, à retrouver notre pleine dimension. Voilà, c'est ce que je souhaite à tout le monde et à chacun, et à moi-même. Jean-Pierre Ott, on a parlé pratiquement de tout dans cette émission. On a évoqué, c'était inévitable, la figure de votre grand-père. Il y a, me semble-t-il, à ce stade-ci, une grande absente. Oui. Enfin, elle est absente dans la mesure où vous ne la voyez pas physiquement, mais c'est la moitié de mon âme. Oui. J'ai vécu un coup de foudre à 18 ans où je l'ai reconnu, sauté sur un pont à Liège, et je l'ai reconnu immédiatement. Il y avait une lumière extraordinaire qui sortait d'elle. J'ai toujours vu des lumières qui coulaient du corps des femmes, mais là c'était une lumière un peu qui ressemblait à des lumières dorées qu'il y a dans le jardin des délices de Jérôme Bosch. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai reconnu, et je suis quelqu'un qui n'a pas une ambition personnelle. Je suis pas quelqu'un qui est préoccupé par la réussite, mais je suis quelqu'un qui voulait vivre une grande histoire d'amour, avec toute la liberté que ça comprend, avec tous les rites de renouvellement que ça comporte. Vous vous souvenez de ce qu'elle vous a dit, de ce que elle vous a répondu? Oui, alors là, 1000 fois. Donc je lui ai demandé, là vous voyez, j'ai dit, je peux vous revoir après 10 minutes. Elle m'a dit, oui, si c'est pour toujours. Et si vous voulez savoir la fin, c'est que je suis rentré, il y a mon père qui est en train de faire des mots croisés, je lui dis, pas pour une fois, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Écoute, je viens de rencontrer la femme de ma vie. Alors, il était quand même un peu là de mes extravagances, il était dans le journal là, mais Cyril fait la tête. Et puis, ah bon, et comment s'appelle-t-elle? Je dis, écoute, étonnez-moi, mais j'ai oublié de lui demander, et c'était la vérité. Elle s'appelle Miette Rondet. Elle est devenue maintenant une romancière, oui, étonnante. Une animatrice d'ateliers d'écriture. En unif, oui, elle fait beaucoup ça en Espagne, oui. Elle voyage beaucoup. Oui. Vous l'avez imaginé aussi dans Petite tribu de femmes. Oui. De l'autre côté, elle vous téléphone entre une petite fille, une adolescente, une étudiante qui prépare son mémoire, et puis Amy, cette personne âgée. Les femmes sont très présentes. Est-ce que si Dieu était une femme, vous pourriez vous dire monothéiste? Non, je préférais le nombre quand même des déesses, des divinités femmes dans les civilisations tribales. Non. Je refuserais toujours de mettre un D majuscule à Dieu. Et si finalement, les dieux, vos dieux, les vrais, c'était le ciel, le Père, la terre, la mer? Oui, alors là, on est tout à fait dans les treintes cosmiques chez les Maoris. Vous avez Papa, la Terre, et qui s'étreignent. Et dans les treintes, au milieu de l'étreinte, il y a toute la progéniture, et la progéniture veut se détacher. Et puis vous avez la mère qui monte aux cieux, le Père qui monte aux cieux, la Terre qui est là. Et puis le Père qui n'en finit pas de pleurer, ce sont les averses, ça c'est le mythe des Maoris. Qui rejoint d'une certaine manière aussi celui de la tour de Babel. La langue universelle, c'est peut-être, et c'est ce que vous dites, la langue de la poésie. Voilà, et de la diversité des saveurs, des signes, des silences, des sonorités, du plaisir. Distillateur, dispensateur de plaisir, c'est bien là votre métier. Merci de nous en avoir fait profiter, Jean-Pierre Ott. Je rappelle le titre de votre livre le plus récent, La vie amoureuse des fleurs dont on fait les parfums, un livre paru comme pratiquement tous les précédents chez Julliard. Alors si vous souhaitez obtenir la bibliographie complète de Jean-Pierre Ott, il vous suffit de nous la demander. Alors vous avez pour cela le choix, soit par la poste à Nom de Dieu, RTBF, Palais des Congrès, 4020 Liège,
Belgique, ou alors plus simplement par courriel à nomdedieu@rtbf.be. Et en bonus, comme on dit aujourd'hui, eh bien, nous vous donnerons bien volontiers la bibliographie complète également de Miette Rondet. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Jean-Pierre Hott, et cela rime en plus. Bon retour dans le Lot. À très bientôt à vous. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous regardez chaque mois. Rendez-vous dans un mois pour un autre nom de Dieu. Bonsoir.